Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Catherine Vérébelli. Bienvenue à cette causerie organisée par l'Orchestre symphonique de Laval, des moments privilégiés qu'on prend pour discuter avec des musiciens qui animent les saisons de l'orchestre. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de discuter avec le pianiste Charles-Richard Hamelin. Mais pour tout de suite, on va parler à un compositeur que je suis depuis plusieurs années. C'est un compositeur qui nous étonne, qui est plein de créativité, qu'on retrouve parfois dans des zones où on ne l'attend pas et il sait vraiment, vraiment nous surprendre. J'ai nommé le compositeur Maxime Goulet. Salut Maxime. Bonjour. Toujours un plaisir de te retrouver, Maxime. Quand je parle de toi comme étant un compositeur créatif, ludique, éclaté, est-ce que tu trouves que ça te décrit bien? Ben, ça fait toujours plaisir à entendre. C'est ça. Parce que c'est ça. Il y a vraiment des œuvres qui sont étonnantes quand tu parles, par exemple, d'une musique pour chocolat symphonique. Tu t'intéresses beaucoup aussi à la musique de films, musique de jeux vidéo aussi. Et là, tu arrives avec cette proposition assez intrigante quand même, la symphonie de la crise de verglas. Peut-être pour les plus jeunes et certaines personnes, la crise de verglas, c'est cet événement assez traumatisant qu'on a vécu au Québec, dans une partie de l'Ontario aussi, grande crise de verglas, panne de courant, des dommages, presque un manque d'eau, il y a eu des décès, beaucoup de dommages. Et là, je me suis dit, mais pourquoi et comment ça peut être un sujet pour un compositeur? Alors, comment t'en es arrivé à vouloir t'inspirer de la crise du verglas? En fait, le projet est arrivé parce que j'étais en discussion avec le chef Boris Brott. On voulait faire un concert pour 2023, donc assez longtemps, puis on voulait faire une grosse œuvre, donc une œuvre de 35-40 minutes. Puis on était à la recherche d'un sujet qui pourrait justement être développé pendant une longue période de temps. Donc, quand je faisais les chocolats symphoniques, c'était des courtes pièces parce que c'est pour accompagner une dégustation de chocolat. On ne veut pas attendre 45 minutes avant de passer au prochain, quand on a la boîte devant nous. Ouais. Donc, il fallait que je trouve un sujet qui a assez de profondeur, qui a plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Donc, je trouvais que la tempête du verglas, c'était un bon thème à mettre puis à développer en symphonie, parce qu'il y a plusieurs aspects à la crise. C'est quelque chose que moi, j'ai vécu quand j'avais 17 ans aussi. Puis en 2023, ça va faire 25 ans que la tempête du verglas va avoir eu lieu. Et donc, tout de suite... 25 ans, c'est incroyable, oui. Pareil, hein? Ça a passé vite. Oui, absolument. Ouais. Mais tout le monde s'en souvient. Tout le monde se souvient où ils étaient puis qu'est-ce qu'ils Mm-hmm. ont fait durant cette tempête-là. Donc, étant donné que c'était un gros projet, j'ai eu l'idée aussi de rapprocher d'autres orchestres, dont l'Orchestre symphonique de Laval, qui est un grand supporter de ma musique. Alain a joué beaucoup de ma musique avec l'OSL puis avec d'autres orchestres aussi. Donc, c'est sûr que je lui ai parlé de ce projet-là. Lui a voulu aussi embarquer dans le projet. Donc, lui a vécu aussi la tempête du verglas. Tout le monde a... Les orchestres, on a tous des souvenirs. Exact. Ouais. Donc, c'est comme ça que le projet est né, en fait. Et là, tu as contacté directement quelques orchestres. Je vais les nommer, ceux qui participent à ce projet. Donc, l'Orchestre classique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières et l'ensemble Rocco, qui est un ensemble américain. En fait, j'invite les gens à aller sur ton site parce qu'il va y avoir plusieurs moments de création par ces ensembles-là. C'est une symphonie, ça a 4 mouvements, théoriquement. Dans ce cas-ci, c'est le cas aussi. Et tu as décidé d'associer chaque mouvement à, justement, là, soit une émotion ou à une impression peut-être qu'on peut associer à la crise de verglas. Oui, donc chacun des mouvements est associé à un thème de la tempête du verglas. Donc le premier mouvement, c'est tourmente, puis ça évoque le côté, autant la tourmente des événements météorologiques que la tourmente des émotions des personnes qui ont vécu la crise du verglas. Donc c'est une musique qui est plus dramatique. Et puis qui évoque, des fois on va entendre des effets comme la pluie qui tombe sur les toits, puis tout ça. Le deuxième mouvement, on va en parler plus tard parce que c'est celui que l'OSL va jouer. Donc je passe tout de suite au troisième mouvement qui est noirceur, parce qu'une des caractéristiques de la crise du verglas, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc pour plusieurs Montréalais, c'est la première fois qu'on pouvait voir le ciel étoilé, se promener dans la rue puis voir le ciel étoilé. C'était vraiment des nuits noires où on avait quasiment une sensation que le temps est suspendu. Donc, il y a un côté beauté puis mystérieux, mais il y a un côté aussi un peu effrayant. Ouais. Ce mouvement-là est aussi un hommage aux personnes qui sont décédées durant la tempête du verglas. Le quatrième mouvement, c'est lumière. Donc là, c'est le retour de l'électricité, le retour de la vie qui prend son cours. Donc, c'est une espèce de mouvement qui va être un gros build-up d'énergie positive. On se souvient aussi que l'armée était venue en renfort pour remonter des lignes électriques, enlever des arbres. Donc, il va y avoir aussi des
des échos un peu à de la musique militaire qui vient s'insérer dans ce mouvement-là. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé chacun des thèmes. Donc, le thème qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est le deuxième mouvement, qui s'appelle Chaleur. Parce que c'est le mouvement que l'orchestre va jouer. Exact. Donc, c'est le mouvement que l'Orchestre symphonique de Laval va créer. C'est la première fois qu'on va l'entendre. En fait, c'est la première fois qu'on va entendre quelque chose de cette symphonie-là. Ben oui, ouais. Donc, je trouvais ça intéressant parce que quand je parlais à du monde de la crise du verglas, plusieurs avaient des bons souvenirs de ça. Ils se souvenaient que, par exemple, quelqu'un avait un cousin à quelque part qui avait encore de l'électricité, toute la famille se ramassait chez lui, ou tout le monde se ramassait chez quelqu'un qui avait un foyer, puis on est tous dans le sous-sol à dormir autour du foyer, puis... Ça n'a pas été que négatif, exact, finalement. Beaucoup, il y avait des retrouvailles inattendues qui étaient finalement très amusantes, très ludiques, surtout pour des jeunes qu'on n'était pas tellement conscients de tous les dangers qu'il y avait. Donc, je trouvais ça intéressant de parler de cet aspect-là de la crise, aussi l'aspect solidarité, les personnes qui s'entraident, un voisin qu'on ne connaît pas, mais qui soudainement, il va nous inviter chez lui puisqu'il y a de l'électricité de l'autre bord de la rue. Donc, et cet aspect-là d'être tout le monde autour d'un foyer, à veiller ensemble, c'est comme un lien avec les veillées dans le temps où ce que les personnes allaient, il y a longtemps, n'avaient pas d'électricité, jouaient du violon pour se réchauffer autour d'un feu. Fait que j'ai voulu évoquer ça aussi en musique. Fait que ce mouvement-là, il y a ce côté-là, ça s'inspire de la musique traditionnelle québécoise. C'est comme une espèce de rille symphonique. Il y a comme... Puis, donc, il y a plus l'aspect joyeux, heureux, mais il y a toujours l'espèce de thème menaçant qui est là dans tous les mouvements, qui va venir hanter, puis qui plane un peu autour du mouvement. Et c'est Antoine, je pense à Antoine Bareil, qui est un peu plus mis de l'avant. Exact, parce que c'est le premier violon. Il y a une partie de violonneux un peu. Donc, le mouvement s'appelle Chaleur, parce que ça évoque à la fois la chaleur humaine de l'entraide, puis la chaleur du feu autour duquel on se rassemble pour se réchauffer. Je suis ton travail depuis le début de ta carrière. Là, tu parles, par exemple, dans cette symphonie-là, du bruit de la pluie, de l'évocation du feu et tout ça. On parlait des chocolats symphoniques, tout ça. En musique, on appelle ça des idées extra-musicales, hein, par opposition à de la musique, entre guillemets, pure. J'aime pas du tout l'appellation, mais donc une musique qui est écrite vraiment pour les notes, par les notes, là, vraiment sans idée plus descriptive. Toi, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, travailler de cette façon-là, prendre des éléments, la météo et tout ça, et de travailler à partir de ça. Pourquoi tu aimes ça, travailler? Qu'est-ce que tu aimes dans cette façon-là d'écrire et de composer? Bien, d'une part, ça m'inspire. Donc, je suis inspiré par le quotidien. Je rentre dans une chocolaterie, j'ai des descriptions de chocolat. Je me dis, je pourrais composer une œuvre qui suit les descriptions des chocolats. Ça fait chocolat symphonique. Je lis une bande dessinée. Je m'imagine une trame sonore qui accompagne l'aventure de la bande dessinée. Ça fait l'opéra Bungalopolis. Fait que je suis toujours inspiré dans la vie quotidienne. C'est comme si j'entends un peu une trame sonore dans mon quotidien. J'aime m'imaginer ça. Ouais. Donc, d'une part, il y a une part inspiration. D'autre part, certains compositeurs vont voir ça comme une contrainte d'avoir quelque chose qu'il faut qu'ils rattachent leur musique. Exact. Là, ouais. Moi, au contraire, ça m'aide dans la création parce que ça me crée une espèce de cadre. Quand je compose, parce qu'on peut tellement tout faire en composition, comment s'arrêter puis dire, bon, ben ça, c'est la bonne idée pour mon œuvre, puis musicalement. Mais là, quand j'ai quelque chose à évoquer en musique, ça m'aide à me dire, je veux essayer d'évoquer le caramel coulant. Donc, ça va être une musique qui va être lyrique, qui va être plus lente, rubato, tout ça. Fait que ça me donne une espèce de cadre dans lequel un objectif de quoi atteindre. C'est comme si... quand je compose la musique de concert, c'est comme si je composais une trame sonore pour mon idée de base. Oui. Et enfin, ce qui est intéressant aussi avec ces concepts-là, c'est que ça crée une espèce de zone où je peux rejoindre le public. Parce que le public, généralement, quand ils entendent ma musique en concert, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent une de mes œuvres. C'est peut-être même aussi la première fois qu'ils entendent une œuvre canadienne d'un compositeur vivant. Donc, ils ne sont pas familiers nécessairement avec
avec ça, donc en parlant, en évoquant des choses qu'eux autres connaissent, une tempête du verglas, du chocolat, une histoire de pêche, une partie d'échecs, ben ça crée un sujet de conversation auquel on peut se rattacher, qu'on connaît. C'est comme une base commune. Exact. C'est comme si on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, ben on va se parler de choses qui ont en commun la météo, tout ça. Puis là, ça nous rapproche, tu sais. Fait que je me sers un peu de ça, justement, pour me rapprocher du public, puis que le public soit comme ouvert puis embarque dans l'aventure. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Maxime, je vais terminer avec une dernière question. Si je me trompe pas, la symphonie de la crise de verglas, c'est ta première symphonie officiellement. Je me mets à la place d'un compositeur, toute la tradition liée, ne serait-ce qu'à ce mot-là, symphonie, une œuvre en 4 mouvements et tout ça. Comment tu as trouvé ça? J'ai l'impression que c'est important pour toi là, d'avoir écrit cette première symphonie. Oui, ben en fait, c'était un challenge. Tu sais, je viens d'avoir 40 ans. Fait que c'était comme mon projet de crise de la quarantaine. Que je me suis dit, il faut que je fasse... je ne peux pas m'acheter une décapotable rouge. Fait que je me suis dit, je vais écrire une symphonie à la place. Ben oui. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire ça, mais en même temps, c'est un gros projet. Je sais que pour les orchestres aussi, ça en demande plus parce ça prend une première partie ou une deuxième partie de concert complet. Alors que généralement, les œuvres canadiennes, ça va être une pièce plus courte de 10 minutes qui se place... qui s'insère plus facilement. Donc, c'était un plus gros risque aussi pour les orchestres d'embarquer là-dedans. Mais moi, je voulais un peu me challenger à ça aussi parce que, généralement, mes pièces, c'est des pièces à des courts mouvements, tout ça. Donc, il y avait aussi, au niveau de la forme, quelque chose qui me sortait un peu de mes zones de confort par rapport à ça. Fait que je voulais, d'une part, me challenger. Puis, je trouve ça, finalement, super le fun à faire, super excitant. Fait que je découvre plein de choses aussi par rapport à ma musique. Donc, on pourrait avoir une symphonie numéro 2. Ah, j'aimerais beaucoup. Oui, pourquoi pas. À suivre. Donc, merci beaucoup, Maxime. Vraiment, toujours très intéressant de discuter avec toi. Maxime Goulet, compositeur en vedette cette saison à l'Orchestre symphonique de Laval. C'est ce qui me fait à la première portion de notre discussion. Je m'appelle Catherine Vérébelli. On se retrouve dans quelques instants avec Charles-Richard Hamelin. Merci d'être à l'écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Vérébelli. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec le pianiste Charles-Richard Hamelin en marge de sa collaboration avec l'Orchestre symphonique de Laval. L'orchestre et son chef Alain Trudel qui ont invité Charles à jouer le concerto pour piano numéro 2 de Chopin, une œuvre importante dans le répertoire pour piano, une œuvre importante, je pense, aussi beaucoup pour Charles, et il va nous en parler. Bonjour, Charles. Bonjour, Catherine. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et quand j'ai vu là, que l'orchestre t'invitait à jouer cette pièce, je me suis dit, il doit avoir peut-être un petit frisson, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est avec le concerto pour piano numéro 2 de Chopin que tu as brillé au concours Chopin, au concours international de Chopin à Varsovie. C'était en 2015. J'ai envie de dire 2015 déjà. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça te semble déjà loin? Est-ce que tu as... Oui, vraiment, ça me semble très loin maintenant. C'est vrai, hein? Encore plus depuis la pandémie. C'est comme un autre monde, vraiment. Mais oui, surtout cette pièce-là, les 2 concertos de Chopin, je les ai joués tellement. Là, c'est les pièces avec orchestre que j'ai joué le plus. Mais surtout le deuxième, je pense, j'ai pas compté exactement, mais ça doit être autour de peut-être 70 fois que j'aurais joué ça en concert. 70 fois, beaucoup de tournées en Asie, en Europe, beaucoup au Canada. Fait que c'est des pièces aussi que j'ai enregistrées avec l'OSM Nagano. Fait que oui, c'est toujours un grand plaisir de retravailler ces pièces-là. Et même si ça fait longtemps que j'y joue, je me rappelle, il y a la grande pianiste née à Montréal, Janina Fialkowska. Oui. Je connais bien, j'ai souvent joué pour elle. C'est ça, elle m'a dit que elle connaît ces 2 concertos-là depuis qu'elle a 13 ans. Elle les a appris très, très jeune. Puis ça fait plus de 50 ans qu'elle y joue, puis elle ne se tanne jamais. Oui. Pourquoi? Ouais. Ben, c'est ça. C'est des œuvres très, très uniques dans le répertoire, les 2 concertos de Chopin, pour toutes sortes de raisons. Chopin était très jeune, hein, il avait 18-19 ans. Il était en amour, je pense. Oui, il y a des légendes autour des 2e mouvements. Là. Je pense qu'il est en amour avec une chanteuse. Là. Mais c'est ça, c'est des œuvres... c'est écrit juste quelques années après la mort de Beethoven. Puis même si dans l'écriture à l'orchestre, on a encore quand même beaucoup de l'ombre de Beethoven, puis des grands maîtres classiques, là, la partie de piano, on est complètement ailleurs. Puis Chopin a inventé complètement une approche au piano avec ses premières œuvres, dont les concertos. Puis, quand je pense aux concertos de Chopin, je les mets un peu peut-être pas en opposition, mais en tout cas en dialogue avec les œuvres de Chopin qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire, et même cette image de Chopin,
seul au piano, le pianiste seul et tout ça. Et là, on transplante ce pianiste-là sur scène avec un orchestre derrière lui ou elle, derrière le ou la pianiste. Comment tu pourrais décrire l'écriture de Chopin pour orchestre? Parce que Chopin, il se fait plaisir quand même. C'est d'abord un pianiste, donc le piano occupe vraiment beaucoup de place. L'orchestre est un peu en retrait quand même. Oui, vraiment. Je dirais même que les tutti, là, les moments de l'orchestre où il n'y a pas de piano, ça sert vraiment juste à... C'est un peu ostentatoire, presque. Oui, là. oui. C'est pour donner des pauses aux solistes, puis bon, présenter un peu les thèmes. Mais oui, c'est vraiment si on veut, des véhicules pour Chopin. Lui qui voulait faire vraiment ses preuves comme compositeur, mais surtout comme pianiste. Et oui, c'est ça. L'intérêt principal de ces concertos-là, c'est vraiment dans l'écriture au piano. Mais cela dit, l'orchestre doit être vraiment à l'écoute. Ils peuvent pas être en autopilot, comme on dit. Ils peuvent pas, comme dans d'autres compositeurs, comme peut-être Mozart ou Beethoven, des fois, quand il y a une métrique plus rigide, bon, on peut se permettre un peu de ne pas écouter toujours le soliste attentivement, mais dans Chopin, chaque mesure, il y a un rubato spécifique. Puis des fois, bon, il faut rentrer 40 petites notes sur un quatrième temps. Bon. Donc, le chef doit toujours être à l'écoute du pianiste pour bien guider l'orchestre et aussi trouver le son pour nourrir la résonance du piano et pas se battre contre le piano. C'est vraiment le piano qui doit être le roi. Oui, le piano est roi. Et en plus, le piano, quand tu mentionnes Mozart, par exemple, moi, j'ai l'impression que le soliste avec Chopin, on a l'impression qu'il est en train d'improviser. C'est très rare qu'on a cette impression-là d'un soliste avec orchestre. Puis là, l'écriture de Chopin, on la retrouve, ces espèces de, comme tu dis, là, de rubato, là, de mouvements, de groupes de notes où ça part comme ça. Ça, pour un pianiste, c'est quand même du bonheur, je pense, là, d'avoir cette espèce d'impression d'improviser avec un concerto. Oui, absolument. Il y a tellement plein de fantaisie dans ces pièces-là. Et il alterne souvent, Chopin, il alterne entre deux modes, si on veut, dans ses concertos. Un mode plus... des fois, il y a des longs traits où ça développe, puis c'est un peu plus, si on veut, rythmique, et d'autres qui suspendent le temps complètement. Puis là, et vu qu'on joue, j'ai l'occasion de jouer ces concertos-là très souvent. Une fois qu'on maîtrise bien la partition, justement, à chaque fois qu'on le joue, on peut prendre du temps de manière différente à chaque fois, selon l'orchestre, selon le piano, l'humeur du jour, finalement. Puis c'est ce style-là de Chopin qui permet beaucoup ça. Puis tant mieux, parce que si je devais jouer ces concertos-là de la même manière à chaque fois, je ferais ça assez plate, je pense. Oui. Bien, tu réponds un peu à ma prochaine question quand tu parlais d'avoir joué ce concerto-là, 60-70 fois à peu près. C'est sûr aussi que suite à ton triomphe, quand même, là, à Varsovie en 2015, au concours Frédéric Chopin, on t'associe beaucoup à Chopin. Et donc, on t'appelle beaucoup, évidemment, parce qu'on veut t'entendre. On sent aussi que tu aimes beaucoup ce répertoire-là. Mais comment on garde la flamme bien vivante? Comment tu te prépares, justement, pour une expérience que tu as peut-être déjà l'impression d'avoir vécue plein de fois? Mais des fois, le temps, ça va faire ça. Je veux dire, il y a des fois que si je dois jouer la même pièce très souvent, c'est vrai qu'à la fin d'une tournée, on peut commencer à une impression de déjà-vu là, à chaque fois. Mais là, par exemple, le Fa mineur de Chopin, ça fait quand même longtemps. Ça fait depuis que je l'ai enregistré avec l'OSM que je ne l'ai pas joué. J'ai fait le Mi mineur beaucoup, le numéro 1, entre-temps. Donc, ça fait plus qu'un an, presque 2 ans, je pense, que je n'ai pas joué. Donc, de rouvrir la partition, c'est curieux qu'avec des pièces comme ça, réapprendre un concerto, des fois, ça prend quelques jours pour se sentir bien, mais ce concerto-là, ça n'a pas été très long. J'ai tellement joué, ça revient très vite. Mais des fois, il y a des choses des choses qu'on trouvait plus difficiles qui sont plus faciles. Inversement aussi, des choses qu'on prenait pour acquis, là, faut les retravailler. Et aussi, musicalement, il y a des choses qu'on voit dans la partie de piano, dans l'orchestre, qu'on n'avait pas remarquées. Donc, on découvre encore des choses, même après toutes ces interprétations-là. Oui, vraiment, c'est une écriture très riche. Au piano, il y a tellement de détails, c'est sûr que... Est-ce que tu as un moment préféré dans le concerto? Es-tu plus deuxième mouvement lent? Parce qu'un concerto, c'est souvent 3 mouvements, un mouvement plus rapide, un mouvement lent, puis un mouvement plus rapide. Puis là, je réécoutais le concerto l'autre jour, puis je me disais, est-ce qu'il y a un moment, c'est ça, peut-être pas préféré, mais en tout cas vraiment là, que tu aimes particulièrement? Ah oui, ben dans les 2 concertos, je pense le joyau, c'est le deuxième mouvement du Fa mineur, quand même, qui est vraiment lui qui... juste dès le début, dès l'entrée du piano, on est vraiment ailleurs, et c'est un monde... C'est ça, c'est souvent Chopin, l'impression que j'ai quand on l'écoute, c'est qu'il ouvre une porte dans un monde imaginaire, son monde à lui,
Et bon, je voudrais juste vivre dans ce monde-là tout le temps, finalement, pas dans notre monde actuel. Oui, certainement, le mouvement-là. Avec, bon, il y a aussi la partie centrale, beaucoup, très opératique, là, avec les trémolos aux cordes. Et, il y a presque comme une impression j'entends quelque chose avec... J'ai une image de toréador au début, parce qu'il y a des rythmes très pointés, quelque chose d'un peu espagnol dans la rhétorique là, de cette section centrale-là. Mais oui, là, c'est magnifique. Et les deux concertos suivent le même moule. Hein. C'est quand même particulier. C'est comment... c'est comme s'il y avait presque la même structure, mais avec des idées différentes et une tonalité différente. Mais même les mélodies dans les deux se ressemblent souvent. Ouais. Si on pense au premier concerto, le premier thème, c'est si, sol, la, si, mi, fa, la, la. Et l'autre, c'est on n'est pas très, très loin quand même. Mais c'est ça, il y a un écrit aussi très, très collé. Bon, le deuxième, d'abord. Oui, c'est vrai, en plus. C'est ça que c'est mêlant un peu. Ouais. Mais publié en deuxième. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose dans les mouvements-là avec Chopin. On retrouve là, toute l'intimité qu'il crée, au fond, dans ses pièces solo, en fait, cette espèce de l'image un peu du poète qui est en train de nous raconter un peu son histoire. J'aime bien l'image que tu donnes de la porte qui s'ouvre. C'est vrai que je trouve que ça colle bien à Chopin. Je terminerais peut-être avec une question un peu sur comment tu te sens sur scène. Tu fais beaucoup de musique de chambre aussi. La musique de chambre, c'est vraiment un travail d'équipe. Quand tu es en solo, si tu joues, par exemple, des valses de Chopin, des nocturnes, là, tu es seul avec ton piano et ton public. Là, l'orchestre, il faut que tu aies la stature du soliste, tu imposes un peu ce que tu veux dire, mais il faut vraiment que tu sois un joueur d'équipe aussi. Comment tu trouves cet équilibre-là, un peu, la communication qu'il faut avoir avec l'orchestre, entre autres? Ça dépend vraiment de la pièce et des compositeurs. En fait, l'exception, d'habitude, je dirais que c'est une collaboration vraiment 50-50 là, dans le cadre de presque tout le répertoire, mais dans les deux concertos de Chopin, je dirais que je me sens un peu plus comme une cantatrice, si on veut, où je peux prendre beaucoup de liberté. Et si l'orchestre n'est pas avec moi, c'est de leur faute. C'est un peu la nature de ces pièces-là, où c'est vraiment... On va passer le message à Alain. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas non plus prendre du temps de façon arbitraire. Il faut toujours que ça soit ancré dans des décisions logiques, avoir une logique interne qui est ancrée dans l'harmonie, dans ce qui est écrit dans la partition. Il faut être conséquent un peu. C'est une manière, comment on approche quelque chose, il faut être conséquent. Mais oui, c'est pas pareil. Je dirais vraiment que le succès d'une interprétation d'un concerto de Chopin, ça réside à 90% chez le pianiste, fait que oui, j'ai un petit peu de pression. OK, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on va conclure la première portion de notre discussion. Je remercie mon invité, la cantatrice et le pianiste Charles-Richard Hamelin. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième portion de notre causerie avec Charles-Richard Hamelin. Je m'appelle Catherine Vérébelli. On poursuit notre discussion avec le pianiste Charles-Richard Hamelin en marge de sa collaboration avec l'Orchestre symphonique de Laval. Charles, on a parlé pendant quelques minutes de Chopin, du concerto, le deuxième là, de Chopin que tu vas jouer avec l'orchestre. J'aimerais qu'on laisse Chopin de côté un peu maintenant et qu'on parle un peu plus de toi. On faisait une blague tout à l'heure, c'est un peu ma vie, my life. Mais c'est parce que déjà, ton parcours est fascinant et très riche aussi. Et puis, moi, souvent, quand j'interviewe un musicien, je m'intéresse beaucoup au tout début, comment ça a commencé. Et puis, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. On sait que les pianistes, les musiciens classiques commencent souvent très jeunes. Mais comment ça s'est passé pour toi, là? Est-ce que tu as vu... Comment ça s'est arrivé dans ta vie, finalement, la musique classique? C'est grâce à mon père, qui est pianiste amateur. À 4 ans et demi, il m'a donné mes premiers cours. On avait un vieux piano droit à la maison.
Mais bon, il a appris presque autodidacte, là. Je pense qu'il a appris chez les frères il y a peut-être très longtemps, là. Mais c'est ça. Donc, il m'a assigné une pièce beaucoup trop difficile comme première pièce. C'était le menuet de Bach, là. Donc, c'est déjà 2 mains en même temps. D'habitude, on monte c'est une main à la fois. Mais après quelques semaines de persévérance, à 15 minutes par jour, là, je pense qu'il me donnait un 5 sous à chaque fois pour me convaincre, parce que je me cachais dans la maison pour pas avoir à faire mon 15 minutes. Ah oui. J'ai essayé ça. Puis, il a vu que j'étais capable de le faire finalement après quelques semaines. Puis là, plus tard, j'ai un vrai prof là, à l'âge de 5 ans, à Joliette, Paul Soudolescu. Et ça a été mon prof jusqu'à 18 ans quand même, jusqu'au cégep. Donc, une personne importante dans ton parcours. Là. Très importante pour moi. C'est très rare que les musiciens commencent à apprendre l'instrument. Les premières pièces, le Technique is Fun, là, avec un dessin d'animal sur la partition là, d'une page. Et avec le même prof, 13 ans plus tard, fait les concertos de Rachmaninoff et du gros répertoire. Fait que, oui, j'ai appris vraiment le gros, l'essentiel, si on veut, de ce que je suis comme pianiste. C'est grâce à Paul Soudolescu. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu te souviens peut-être du moment où tu t'es dit « Ouais, j'aimerais ça faire ça dans la vie. » Tu sais, je pratique beaucoup, là, mais là, je peux peut-être en faire une carrière. Tu sais, pour certains musiciens, des fois, il y a presque une petite clochette qui sonne, là, ding, ding, ding. Puis là, c'est comme une espèce de révélation de « Ouais, OK, là, c'est sérieux, puis j'aimerais ça en vivre, tu sais, faire de ça ma vie, finalement. » Non, je sais pas s'il y avait... En fait, je dirais plus qu'il n'y a eu jamais eu de moment que je voulais faire d'autres choses. OK. Mais je me rappelle pas avoir vraiment un moment... Un moment de clochette? Pas vraiment. Des fois, des confirmations, tu sais. Je savais que... quand j'étais jeune, je m'en tirais avec des bons résultats sans beaucoup de travail. Ça, c'est dangereux quand on est doué, parce qu'à un moment donné, c'est pas assez. Puis je me rappelle au cégep, mon prof Paul m'avait assigné une sonate de Prokofiev qui était quand même pas mal plus difficile que ce que j'avais fait auparavant. Et je m'en tirais avant avec peut-être 2 heures par jour de pratique, 2 heures et demie. Mais là, c'était pas assez. J'arrivais pas à monter la pièce. Puis je me rappelle qu'il m'avait dit j'aurais pas dû t'assigner cette pièce-là. C'est trop difficile pour toi. Là, mon ego là, de cégepien, là, j'étais complètement à terre. Fait que là, je me suis mis à travailler, mais je me suis mis à vraiment aimer aussi. Aimer pratiquer. Travailler. Aimer travailler, oui. Ouais. Puis même aujourd'hui, je dirais que j'aime beaucoup jouer pour les gens aussi, mais ça me manque cruellement ces temps-ci. Mais pratiquer, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup parce que c'est là qu'on peut tout essayer. On peut faire... dans l'art de l'interpréter, c'est ça qui est génial. On a un texte qui est écrit il y a très longtemps, mais il y a tellement de façons de l'aborder. Puis quand on pratique, on peut essayer toutes ces façons-là. Quand on joue en concert, c'est une ligne, puis si on se trompe, si on n'est pas content, on regarde pas en arrière, on doit continuer. Ouais. Fait que c'est au cégep que je me suis mis vraiment à aimer ça. Et à partir de là, peu importe si ça marche ou non, je veux faire ça de ma vie. Oui, oui. Comment tu te prépares, justement, quand tu as à présenter une nouvelle pièce que tu connais peut-être moins? Es-tu du genre à tout lire, sur le compositeur, à vouloir vraiment tout écouter, les versions anciennes, plus récentes, emmagasiner un maximum d'infos, puis après ça, choisir ce qui te revient un peu, ce que tu acceptes de garder? Ou au contraire, il y a d'autres musiciens, des fois, c'est « Oups, je me mets un peu dans ma petite bulle, puis je veux pas entendre ce qui a été fait auparavant. » Parce que c'est la particularité de la musique classique, hein? On reprend les pièces souvent interprétées par des musiciens avant nous. Donc, t'es quel type, toi, de musicien en préparation? J'ai plus la première... Ah oui, plus pleine préparation. Moins sur la vie des compositeurs, vraiment, mais plus sur l'œuvre en question. Puis l'histoire des enregistrements. On est tellement chanceux en 2021 de pouvoir écouter... il y a une pièce que je joue de Chopin, par exemple, et sur YouTube, on a accès à pratiquement toutes les versions qui ont été enregistrées, les versions historiques là, de Cortot, Friedman, Horowitz, etc., tous les grands pianistes du 20e siècle. Et c'est une ressource incroyable. Mais ça t'intimide pas, toi, ça? Non, en fait, c'est que souvent, je vais écouter une version, par exemple, d'Horowitz, et il y a des choses que je vais trouver ridicules, des choses que je vais trouver absolument géniales, impossibles à recréer. Mais c'est juste de s'inspirer puis de voir comment que les gens
aborde le même texte. Puis de juste voir toutes les possibilités qui sont là. De toute façon, même si on essaie d'imiter quelqu'un, on finit par sonner comme soi-même. On ne peut pas éviter ça. Mais j'aime bien quand même m'informer. Mais je dirais que je le fais de moins en moins maintenant, parce que je commence surtout avec Chopin, par exemple, je commence à avoir ma façon un peu. J'ai tellement joué de Chopin, j'en continue à explorer sa musique que j'ai déjà beaucoup écouté les enregistrements historiques. Mais souvent, donc, je vais travailler un nouveau morceau, je vais le travailler vraiment seul avec la partition. Puis une fois que c'est mémorisé et quand même bien appris, ensuite, je vais écouter d'autres versions. Là, je vais quand même faire un travail initial là, pour vraiment être sûr que ça part de la partition et non d'une version de quelqu'un d'autre. En début de discussion, j'ai dit on va laisser Chopin de côté, mais là, on va pousser ça un peu plus loin. Moi, j'aurais envie de te demander quelle est peut-être l'œuvre que tu rêves de jouer, là, que tu n'as pas encore joué. Donc, c'est pour ça que j'exclus Chopin, parce que tu as pas mal, presque tout joué là, de Chopin. Mais vraiment, peut-être là, le coup de téléphone que tu aimerais recevoir, ou en tout cas, l'œuvre là, que tu aimerais vraiment jouer en concert prochainement. C'est une bonne question. Il y en avait plusieurs. Le quatrième de Beethoven, c'en était un que j'ai eu la chance de faire avec l'OSM il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, je dirais que depuis longtemps aussi, c'est le deuxième concerto de Brahms. Mais c'est une pièce très, très, très difficile, monumentale, pour toutes les raisons possibles. Mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Fait que j'espère avoir l'occasion de le jouer. OK. Mais j'ai fait le premier concerto. C'est drôle parce que j'ai joué le premier concerto quand j'avais 26 ans à la Naudière. Et Brahms a écrit son premier concerto à cet âge-là, aussi, à 26 ans. Puis je me rappelle, je me suis dit, je ferai le deuxième à 48 ans, quand il l'a écrit aussi. Mais je pense que je ne vais pas attendre jusqu'à 48 ans pour commencer à le travailler, là, parce que c'est quand même tout un morceau. Okay. Mais oui, je dirais que c'est le deuxième de Brahms qui... ouais. Donc, on lance ça dans l'univers. Je travaille pour toi. On va voir si ça va fonctionner. Je te le souhaite. En tout cas, je nous le souhaite aussi. Charles, est-ce que la composition, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Parce qu'il y a plusieurs interprètes qui aiment aussi composer. Surtout, par exemple, pour le piano, c'est un instrument que tu connais tellement bien. Les musiciens sont souvent aussi de grands mélomanes, c'est-à-dire que ça sort un peu de leur propre instrument. Alors, je me suis dit, est-ce qu'un jour, on pourrait avoir une partition signée Charles Richard Hamelin? Et je sais pas. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, dans une autre vie. J'avais au cégep, moi j'avais fait cégep en spectacle avec un groupe que j'avais formé de rock progressif, instrumental. Puis on avait gagné un prix, on avait même joué en France, tout ça. Bon. Puis c'était toutes des compositions que j'avais fait. Bon, j'étais un grand fan de Gentle Giant, Yes, Genesis, tout ça. Fait que j'avais des claviers, des Moog, tout ça. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Fait qu'on pourrait dire que j'ai composé beaucoup, mais Donc, tu l'as en toi, ça? Oui, un petit peu. Puis je dirais le plus proche comme du monde de la composition que je fais maintenant, c'est des cadences pour les concertos de Mozart que j'ai fait, dont 3 cadences que j'ai enregistrées dans mon disque Mozart avec les Violons du Roi, les concertos 22, 24. Mais ça, c'est un jeu... c'est pas... Le plus difficile est déjà fait par Mozart, parce qu'il écrit des mélodies absolument géniales. Moi, je fais juste jouer avec ces mélodies-là. Mais donc, peut-être qu'on pourrait voir un jour une partition signée Charles Richard Hamelin, parce que tu aimes ça, écrire quand même. Oui, j'aime ça, peut-être. Mais il faut avouer quand même que c'est difficile pour quelqu'un qui... Tu sais, je sais pas, c'est peut-être comme demander à un acteur d'écrire une pièce de théâtre que toute la journée, il fait juste lire du Shakespeare, puis du Molière, puis tout ça. Tu sais, ce que je joue au piano, c'est le mieux qui a été écrit pour l'instrument dans l'histoire de l'humanité, pratiquement. Donc, après une journée de travail avec
chez Mozart, Brahms, Chopin, qu'est-ce que moi j'ai à offrir après ça? Ça a l'air assez maigre comme offre, on pourrait dire. C'est un peu... Mais des fois, il faut... Peut-être avec un petit verre de gin le soir, ça se peut que je fais des improvisations, puis je m'amuse un petit peu, mais ça va jamais... Je pense pas que c'est de l'ordre public du tout. En terminant, Charles, on est encore en pandémie. Ça affecte bien sûr les musiciens, la vie artistique en général. Comment tu vis ça? Comment tu traverses ça, cette période-là, toi? Ben, c'est des hauts et des bas, comme tout le monde. Je dois admettre qu'au tout début, j'étais quand même content parce que ça fait quand même 5 ans. Ça faisait 5 ans que je travaillais presque sans arrêt. Et je suis très, très, très chanceux, mais je commençais à être un peu fatigué des hôtels, puis les voyages, puis toute cette attente-là, cette vie seule aussi. Comme on est très seul en tournée. Et donc, c'est venu comme un congé forcé. Et ça fait du bien au tout début. Mais je me suis vite rendu compte que ça me manquait beaucoup, le public. Et même si des occasions comme que j'ai avec l'Orchestre de Laval, de faire des captations sans public, tous les musiciens, on est tellement heureux de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Mais on se rappelle quand même qu'on s'ennuie beaucoup du public. Puis moi, c'est ça. Dans ces je donne beaucoup d'énergie quand je joue et on doit en donner, même dans les captations. Mais quand il y a un public, c'est une énergie qu'on revoit. C'est comme un continuum d'énergie quand même que je sens. On peut presque y toucher, hein? Ouais, il y a quelque chose une qualité de... dans le silence, de l'écoute, tout ça. Puis là, c'est sûr que, bon, il n'y a personne qui tousse, là. Il y a peut-être ça qui est bien. mais il manque, c'est comme un genre de silence. Un silence quand il y a 1000 personnes dans la salle, c'est tellement plus fort qu'un silence quand il y a personne dans la salle. Ouais. Donc, je nous souhaite un silence assourdissant, un silence de public, finalement. Merci beaucoup, Charles. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Charles Richard Hamelin, je m'appelle Catherine Vérébelli. C'est tout pour cette portion de la discussion. Merci d'avoir été à l'écoute.